Ma femme a reçu un message de mon meilleur ami, Connor, alors qu'il était assis en face d'elle à ma table le jour de Noël. Le message disait « Arrête de me regarder comme ça, j'ai envie de toi ». Puis elle a souri et lui a renvoyé un clin d'œil. Devant moi. Ils croyaient que j'étais aveugle. Ils avaient tort. J'allais leur faire regretter chaque mot, chaque sourire. Si on vous a déjà trahi de la pire des manières, cette histoire est pour vous. Regardez jusqu'au bout. Écrivez « Vengeance » dans les commentaires. Le reste de la soirée a passé comme un brouillard. J'étais un automate. Je souriais, je servais le dessert, je disais au revoir aux invités. Mais à l'intérieur, une machine s'était mise en marche, froide, implacable. Une fois la maison endormie, je me suis glissé hors du lit. Le parquet était glacé sous mes pieds nus. Dans le salon, les guirlandes du sapin clignotaient, jetant des ombres grotesques sur les vestiges de la fête. C'était là, juste là, qu'ils avaient osé. Je me suis assis devant l'ordinateur familial. L'écran s'est allumé, illuminant mon visage dans la pénombre. Ma main a survolé la souris. Je savais que le mot de passe de Julie était le prénom de notre fille, Chloé. Un nouveau coup de couteau. J'ai ouvert sa session. Ne pense pas, agis. Cherche. Connor. Tape le nom. Appuie sur Entrée. Mon cœur s'est arrêté. Des dizaines d'emails. Pas des blagues. Des conversations profondes. Des confessions. Des projets. Notre week-end à Lyon. La chambre d'hôtel avec la vue. Il parlait de nous. De Sarah, la femme de Connor. De moi. Comme si nous étions des personnages secondaires dans leur histoire. Puis je suis allé plus loin. Le compte mobile partagé. Là, les chiffres m'ont frappé en pleine face. 487. Le nombre de textos échangés un mardi ordinaire. 512. Le jour de Noël. Je les ai visualisés. Pendant que je décorais le sapin avec les enfants, ils s'envoyaient des messages. Pendant que je cuisinais, ils se parlaient. Une frénésie de mensonges. Mais le pire était à venir. Les relevés détaillés. Des messages envoyés à 2 heures du matin alors qu'elle était couchée à côté de moi. Des appels manqués à des heures impossibles. Des « Bonne nuit mon amour » échangés alors que je dormais à quelques centimètres d'elle. L'audace était monstrueuse. Le mépris. Total. Je me suis levé, incapable de rester assis. Je marchais de long en large dans le salon, les poings serrés. La colère était un feu qui me consumait de l'intérieur. Mais plus forte encore était la froide détermination qui prenait le dessus. Ils m'avaient tout volé. Ma confiance, mon amitié, mon mariage. Mais ils m'avaient laissé une arme, la preuve de leur propre stupidité. Ce matin de décembre, en regardant ma femme dormir, je n'étais plus un mari trompé. J'étais un architecte. Et je venais de dessiner les plans de leur ruine. Je l'ai laissé dormir. Chaque minute supplémentaire d'ignorance était une minute de plus pour moi pour consolider mon plan. Quand elle s'est finalement réveillée, son visage était paisible, innocent. Elle m'a souri, un sourire qui, la veille encore, m'aurait rempli de bonheur. Ce matin-là, il a failli me faire vomir. Je devais jouer mon rôle à perfection. Le mari un peu fatigué, un peu distant à cause du stress des fêtes, mais fondamentalement inchangé. Pendant qu'elle préparait le café, j'ai engagé la conversation. D'une voix neutre, j'ai évoqué des nouvelles du district scolaire, de la promotion qu'elle attendait tant. J'ai observé son visage. Une lueur de culpabilité a traversé son regard, vite remplacée par une excitation feinte. Elle parlait de ce nouveau poste, de l'augmentation de salaire, mais ces mots sonnaient faux. Elle ne parlait plus de notre avenir, mais du sien. C'est ça. Parle. Parle de ton avenir radieux. Chaque mot est une corde que tu tisses toi-même pour ton propre piège. Tu ne sais pas encore que cet avenir, je vais te l'offrir en cadeau empoisonné. Le moment de la première manipulation est venu quelques jours plus tard. J'ai attendu un soir où elle semblait particulièrement vulnérable, un peu triste. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé et j'ai pris sa main. Ma propre main ne tremblait pas. J'étais déjà un acteur trop accompli. Je lui ai dit, avec une fausse inquiétude dans la voix, qu'un ami à moi, un parent d'élève très influent dans le district, lui était tombé dessus récemment, que cet homme, que j'ai nommé Marc,
avait eu vent de rumeurs, des rumeurs sur elle et Connor. J'ai dit que Mark était furieux, qu'il parlait de moralité, de conflit d'intérêts, et qu'il menaçait d'évoquer cela en public lors d'une prochaine réunion du conseil scolaire. J'ai bien choisi mon moment. La peur dans ses yeux a été instantanée, palpable. Elle a retiré sa main. Elle a bredouillé que c'était des idioties, des ragots. Mais je voyais la panique la gagner. J'ai enchaîné, joint le protecteur. J'ai dit que j'avais essayé de calmer Mark, de le raisonner, mais que sa colère était immense. J'ai dit que c'était un homme imprévisible, rancunier. J'ai créé de toutes pièces un ennemi invisible, un spectre qui planait sur leur petit paradis secret. Comme je l'avais prédit, elle a couru avertir Connor. Leur réaction a été exactement ce que j'espérais. La panique. La peur du scandale public était bien plus forte que tout. Ils ont commencé à s'envoyer encore plus de messages. Mais cette fois, leur ton avait changé. La légèreté avait disparu, remplacée par la paranoïa. Ils discutaient de Mark, de qui il pouvait bien être, de ce qu'il savait vraiment. Je les observais s'enfoncer dans le piège, un sourire froid aux lèvres. Leur prochaine étape logique, je la connaissais. Aller voir le superintendant pour se confesser, pour devancer la prétendue menace. C'était un mouvement désespéré, mais prévisible. Ils préféraient une humiliation contrôlée, privée, un scandale public. Ils ne savaient pas que cette humiliation contrôlée était en réalité la première étape de leur démolition publique. J'avais lancé la première pierre, maintenant je n'avais plus qu'à regarder l'avalanche se déclencher. Leur propre peur allait faire le reste de mon travail. L'effet de ma manipulation fut immédiat et spectaculaire. La peur que j'avais semée germa à une vitesse folle. Je les observais tels des insectes pris au piège, s'agiter dans toutes les directions. Leur complicité parfaite se fissura sous la pression. Connor, l'homme si sûr de lui, devint nerveux, paranoïaque. Il sursautait au moindre bruit, scrutait les visages lors des réunions du conseil scolaire, cherchant le fameux Mark que j'avais inventé. Julie, de son côté, devint d'une nervosité à fleur de peau. Elle me questionnait sans cesse, cherchant des détails sur ce Mark, tentant désespérément d'évaluer la menace. Je répondais avec un calme étudié, ajoutant ici et là un détail plausible, nourrissant leur paranoïa. Je leur dis par exemple que Mark était un homme très respecté, ancien militaire, d'une moralité inflexible, un profil conçu pour les terrifier. Leur erreur fut de ne pas communiquer entre eux de façon claire. La panique les poussa à prendre des décisions stupides séparément. Connor, croyant bien faire, décida de prendre les devants. Il sollicita une rencontre urgente avec le superintendant du district scolaire, un homme nommé Dubois, qui était aussi, ironie du sort, un vieil ami de Julie. La scène, je ne la vis pas, mais Julie me la raconta bien plus tard, le visage décomposé par l'humiliation. Connor était entré dans le bureau de Dubois, pâle comme un linge. Il avait tenté de minimiser les faits, parlant d'une communauté affective mal interprétée, d'une amitié très forte qui avait pu dépasser les bornes. Mais Dubois, en bon administrateur, avait posé des questions précises. Avez-vous eu une relation physique? Avez-vous échangé des messages inappropriés sur votre téléphone professionnel? Sous la pression, Connor avait craqué. Il avait tout avoué. La liaison, les messages, les séances communes chez le thérapeute. Il pensait, dans sa folie, que la confession le protégerait. Il avait même tenté de justifier leur comportement en parlant de leur souci de bien faire les choses, de leur volonté de nous protéger, Sarah et moi, en consultant un thérapeute. La réaction de Dubois fut pire que tout ce que Connor avait pu imaginer. L'homme n'était pas en colère, il était glacial. Il lui expliqua, sur un ton d'une froideur administrative mortifère, que sa conduite constituait une violation gravissime de l'éthique professionnelle. Un conseiller scolaire ayant une liaison avec une employée du district en cours de promotion, c'était un conflit d'intérêts manifeste, un scandale qui pouvait éclabousser ensemble l'institution. Il n'y avait selon lui qu'une seule issue possible pour éviter le déshonneur public. La démission. Immédiate. Quand Julie m'a annoncé qu'en pleurs que Connor avait démissionné, j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. La première partie de mon plan venait de s'accomplir parfaitement. Leur arrogance les avait poussés à se confier à l'autorité même qui allait les détruire. Ils étaient en train de creuser leur propre tombe avec les outils du pouvoir qu'ils chérissaient tant. Le conseil scolaire accepta la démission de Connor avec une rapidité qui en disait long sur leur terreur du scandale. Une communication lisse et vague fut publiée, évoquant des « raisons personnelles ». Mais dans une petite ville, les secrets ne tiennent pas longtemps. Les rumeurs commencèrent à circuler, alimentées par le silence gêné des protagonistes. Connor, l'homme si sociable, disparut de la circulation. Il devint un fantôme dans son propre quartier. Le coup suivant arriva quelques jours plus tard.
Dubois, contraint par la logique implacable qu'il avait lui-même mise en marche, convoqua Julie. Il était déchiré, m'avoua-t-elle plus tard. Mais sa carrière à lui était aussi en jeu. Il lui annonçait, les larmes aux yeux, que sa promotion était annulée, indéfiniment, que dans le climat actuel, c'était impossible. Le poste fut offert à un candidat externe une semaine plus tard. L'humiliation publique culmina lors du petit déjeuner d'anniversaire de notre fils. Un parent, enthousiaste, vint la féliciter pour son nouveau poste. La voir forcer un sourire, remercier, puis se précipiter aux toilettes pour vomir, fut un moment d'une amère satisfaction. La chute était totale. Leur réputation était en cendres, leur vie professionnelle anéantie. Je les avais ruinés avec leurs propres règles, leur propre hypocrisie. Ma vengeance était presque achevée. Il ne me restait plus qu'à leur révéler la main qui avait tiré les ficelles. Je laissai la poussière retomber pendant quelques semaines. Je les observais tenter de se reconstruire dans les décombres. Puis je les invitais à une dernière conversation. Il était temps de signer mon œuvre. Le jour de la confrontation finale, j'avais choisi un café neutre, anonyme, un lieu sans mémoire, sans émotion. Ils sont arrivés séparément, comme deux conspirateurs maladroits. Connor avait vieilli de 10 ans. Son costume, autrefois si fier, flottait sur lui. Julie, elle, avait les yeux cernés et évitait mon regard. Je n'ai pas perdu temps en politesse. Je les ai regardés l'un après l'autre et j'ai dit d'une voix parfaitement calme que je savais tout. Non pas sur leur liaison, mais sur leur lâcheté. Je leur ai raconté comment, face à une menace inventée, ils s'étaient jetés sous les roues de l'administration au lieu de se battre. Comment leur peur du «qu'en dira-t-on» était plus forte que leur prétendu amour. Puis est venu le moment de la révélation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les captures d'écran non pas de leurs messages, mais des miens. Les faux échanges que j'avais créés avec un numéro virtuel, se faisant passer pour Marc. Les messages où je construisais méthodiquement la menace, où j'alimentais leur paranoïa. Je leur ai montré comment j'avais joué avec leurs peurs les plus profondes, comment j'avais orienté leurs décisions comme un marionnettiste. Je regardais leur visage se décomposer. La confusion d'abord, puis l'incrédulité, et enfin la réalisation terrifiante. Ils n'avaient pas été victimes du destin ou d'un tiers. Ils avaient été défaits par celui qu'ils croyaient le plus faible, le mari trompé, l'ami trahi. La vérité était bien plus humiliante que n'importe quel scandale public. Connor a tenté de se lever, de protester, mais les mots lui manquaient. Il n'y avait rien à dire. La preuve était là, numérique, indéniable. Julie s'est mise à pleurer, non pas de tristesse, mais de rage impuissante. Elle a craché que j'étais un monstre, que je les avais détruits. Je lui ai simplement répondu que je n'avais fait que leur tendre un miroir, qu'ils s'étaient détruits tout seuls. Je me suis levé à mon tour. Je leur ai dit une dernière chose, que je leur souhaitais une longue vie ensemble, une vie à devoir se regarder dans les yeux chaque matin en sachant que leur bonheur était bâti sur les ruines de tout ce qu'ils avaient trahi, et que ces ruines, ils les devaient à leur propre lâcheté. Puis je suis parti. Je n'ai jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, 1 an a passé. Je vis dans un autre quartier. Les enfants vont mieux. Le temps fait son œuvre. Des nouvelles me parviennent parfois par des connaissances. Connor et Julie ont tenté de faire leur vie ensemble, mais la honte est un mauvais ciment. Ils se sont séparés au bout de quelques mois. Julie occupe toujours son ancien poste, mais son avancement est bloqué. Elle travaille avec des gens qui savent, qui chuchotent quand elle passe. Moi, j'ai appris à vivre avec les cicatrices. Je ne suis plus cet homme naïf qui croyait en l'amitié éternelle. Je suis plus fort, plus lucide. J'ai reconstruit ma vie sur des bases saines, la vérité, la transparence. La vengeance n'a pas été un cri de triomphe. Ça a été un silence. Le silence qui suit la tempête, quand les dégâts sont constatés, et qu'on commence à reconstruire plus solide. Je me promène souvent dans ce parc. Je regarde les familles, les vrais amis. Et je me dis que la plus grande vengeance, finalement, c'est de retrouver la paix. De pouvoir respirer sans avoir l'odeur de leur trahison dans la gorge. Ils ont cru m'anéantir. Ils n'ont réussi qu'à me transformer. Et l'homme que je suis devenu leur est infiniment supérieur. Si vous traversez une épreuve similaire, retenez bien ceci. Votre intelligence est votre arme la plus puissante.
La justice immanente n'existe pas. C'est à nous de la faire advenir, avec calme et méthode. N'oubliez pas de partager cette histoire si elle vous a parlé. Écrivez dignité dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres témoignages.